21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. Plaisir immense de vous retrouver pour une autre saga panafricaine sur Info TV. Vous en avez l'habitude. Lorsqu'il est lundi, 21h à Yaoundé, c'est Ouro Africa qui prend ses quartiers. Nous allons débattre de l'actualité panafricaine avec pour référence ce soir le Cameroun. Le Cameroun, nous sommes toujours dans les suites de l'élection présidentielle qui a vu le président Paul Biya vainqueur avec un score de 53%. Puisque nous sommes dans les suites, nous allons justement observer et interroger un phénomène assez étrange qui semble vouloir prendre corps dans notre société. On va interroger les villes mortes, puisque c'est l'actualité du jour. On a eu écho de cette communication, qui foisonne sur le sujet. Peut-on aujourd'hui, lorsqu'on est au Cameroun, parler des villes mortes? Est-ce un fantasme ou alors une réalité, alors que l'on sait justement que notre pays a eu à traverser ce moment assez délicat? On parle là de 92. Est-ce que justement ces villes mortes fantasmées sont une réalité ourdie, ou alors c'est tout simplement une réalité et un ras-le-bol affiché? Est-ce que les acteurs, lorsque l'on observe la cartographie politique du Cameroun, sont les mêmes, ou alors tout simplement le corps politique a évolué? Autant de questions auxquelles il faudra répondre ce soir sur Ouro Africa. Vous le savez, l'actualité panafricaine à son code, à son génotype, à son phénotype même. Donc nous allons déballer, nous allons justement aussi interroger, nous allons analyser ce phénomène en compagnie de ceux-là qui hier étaient déjà observateurs, de ceux-là aujourd'hui qui ont un regard avisé, de ceux-là aujourd'hui aussi qui peuvent donner opinion et même coup de gueule, puisque Ouro Africa vous donne véritablement la parole à vous qui nous regardez d'ici et surtout d'ailleurs. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, je ne vais pas prendre la traditionnelle respiration. Je vais commencer tout de suite la présentation de ceux qui vont nous accompagner. Je commence par ma gauche avec mon confrère qui nous accompagne chaque fois lorsque nous sommes sur les questions panafricaines et africaines. Timothée Somba, vous êtes journaliste. Avec vous, justement, on va revenir sur la température de la ville de Yaoundé et aussi du Cameroun que vous avez vu et que vous avez observé durant ces dernières 24 heures. Timothée, bonsoir. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à mes copanélistes, ma sympathie à nos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir d'avoir été convié une autre fois à cette agape vespérale qui nous permet d'aborder les grandes questions de l'heure. Alors, Timothée, température dans la ville de Yaoundé? Bon, Yaoundé se porte bien. Yaoundé se porte bien. J'ai vu des activités, j'ai vu des fonctionnaires aller au boulot, j'ai vu des commerçants ouvrir les boutiques. Le matin, moi-même, j'ai pu, à titre exceptionnel, prendre le petit déjeuner dans ce que nous appelons communément un tourneau d'eau. Oui. C'était une manière de me mêler au peuple profond, pour emprunter le lexique d'un panéliste sur ce plateau, et de voir que la majorité des Camerounais dans la ville de Yaoundé, précisément à Yaoundé 3, est indifférente à certains appels tendant à déstabiliser le Cameroun. Les Camerounais sont conscients de ce que seul le travail paye. Et on ne travaille pas en fermant sa boutique, on ne travaille pas en garant son taxi, on ne travaille pas en garant sa moto. Je me réjouis de ce que Camara ait publié un communiqué
de Nantes a précisé que la petite interruption de circulation qu'elle a connue n'était pas liée au respect de ce fameux mot d'ordre, mais davantage à des problèmes techniques qui ont été résolus et que le transport par train qui dessert les zones septentrionales a bel et bien repris aujourd'hui à partir de 19 h. Donc c'est pour dire que les activités vont bon train, les enfants vont à l'école. J'ai accompagné les miens le matin, je suis allé les récupérer dans l'après-midi. Je pense que Yaoundé est debout, le Cameroun est debout. Je ne vais pas reprendre la formule qui peut choquer certains. Aujourd'hui, je ne vais pas la prendre. Mais je comprends que Yaoundé est debout. Ce n'est pas Yaoundé seul. J'ai les échos de Garoua, j'ai les échos y reviendra, Timothée, de Touboro. Sur la température Okay. proche de nous. Je m'en vais aller vers ma droite avec un autre observateur, acteur de la société civile, Jean de Dieu Evuna, qui nous accompagne lui aussi ce soir. Bonsoir. Bonsoir M. Mbarga, bonsoir aux millions de téléspectateurs et bonsoir aux copanélistes. Alors, même exercice pour ce qui est de notre environnement proche. Le Yaoundé que vous avez traversé pour allier les studios d'Info TV, comment est-ce que vous avez trouvé la ville? Normal. Les enfants sont allés à l'école à partir de ma maisonnée. Mon épouse est allée au travail. Moi aussi, je me suis occupé, j'ai varié à mes occupations. J'ai quand même parcouru des Yaoundé 5, Itoudi, le marché était, Loncac, Omnisport, éleveur, tout était normal. Je dirais que pour moi, il n'y a pas eu de différence entre les jours d'avant et celui d'aujourd'hui. Donc je dirais que pour mon constat le plus proche, c'est que au quartier même, il y avait les mêmes personnes, les mêmes bars étaient ouverts, les gens étaient assis. Il n'y avait pas quelque chose qui puisse signaler qui est un événement particulier ou alors une certaine des activités arrêtées. Donc je dirais que pour Yaoundé, jusqu'à ce que j'entre dans ce studio, tout allait pour le mieux, les taxis roulent et les populations étaient en train de rentrer du boulot et tout va pour le mieux. Merci Jean de Dieu Evuna pour ce feedback du Yaoundé que vous, en tant qu'observateur, avez pu apercevoir. Je me tourne vers un acteur qui a la particularité d'avoir vécu toutes les séquences inhérentes à ce lexique, ce logiciel inhérent aux villes mortes. Le patriarche François Bikoro est parmi nous ce soir. Bonsoir patriarche. Bonsoir. Bonsoir surtout à vos nombreux téléspectateurs qui, depuis que vous avez annoncé votre thématique, se sont empressés de changer le logiciel au niveau de la télévision. Alors, espérer voir la vérité est en accolage avec la réalité. Alors, à vous aussi, une question qui peut être rhétorique. Le Yaoundé que vous avez traversé pour allier les studios d'Info TV, qui, je le précise, sont dans l'arrondissement de Yaoundé et 3e à Ifoulane. Quel est le Yaoundé que vous avez vu, patriarche Bikoro? Je dois vous avouer que c'est une question qui est inutile, puisque notre seule présence sur ce plateau suppose, comme on n'habite pas la même maison, que chacun est parti de chez lui pour venir ici. Ça dénote d'ailleurs de l'hypocrisie de certains de vos confrères qui amplifient une des villes mortes, mais curieusement le disent étant en plein travail dans leur studio de télévision et de radio et de presse écrite. Moi, je sors en réalité de mon sud natal. Oui. J'ai pris un car, ce qui suppose que les cars marchent là-bas. Les gens du village, en réalité, n'étaient pas très au courant parce que les réseaux sociaux ne sont pas la chose la mieux partagée pour ceux qui vont au travail chaque matin. Mais ils ont appris à travers quelques bribes qu'il paraît que Yaoundé a feu et à sang. Et ils m'ont dit de les rassurer en arrivant ici, si je suis d'abord bien arrivé. Oui. Je viens leur envoyer le lien tout à l'heure et chacun me dit Dieu est grand. Je dis non, c'est pas Dieu qui est grand, c'est le Cameroun qui est grand. Nous avons décidé de travailler. Et tout à l'heure, au cours de ce débat, nous allons pouvoir, à travers le rétroviseur, se rendre à l'évidence que l'histoire a ceci de particulier, comme je le dis toujours, qu'elle ne s'arrête pas, mais elle bégaye. Il y a quelques contemporains qui confondent le bégayement avec le troussotement. Actuellement, nous sommes dans le troussotement. Merci, patriarche Bikoro. J'aime bien la formule, l'histoire bégaye. On verra avec le docteur Julien Onguéné si justement cette histoire-là bégaye. Docteur, bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir à vos
milliards de téléspectateurs. Bonsoir à mes compagnons, toujours honoré. Alors, avec vous, je reste sur la même interpellation, puisque nous sommes assaillis des questions, ceux de la diaspora qui sont du côté de Paris, du côté de Washington, du côté de Bruxelles, et qui ont certainement des familles ici, sont inquiets. On leur présente la destination Yaoundé comme une destination rouge. Certaines chancelleries ont même eu à justement marquer de façon particulière la destination Cameroun. Le Yaoundé, pour ceux-là qui nous regardent, que vous avez traversé pour rallier les studios de Info TV, comment est-ce que vous l'avez trouvé? Vous avez trouvé une ville de Yaoundé différente, ou alors nous sommes dans la normalité malgré justement ces événements politiques qui sont dans la continuité de ce qui devrait être? Stéphane, vous savez, quand vous êtes un peuple qui n'est pas habitué par les crises, vous êtes un peuple qui est toujours prêt à braver les villes mortes. Moi, je suis sorti aujourd'hui, j'ai eu cours avec les étudiants de l'Université catholique d'Afrique centrale. J'ai vu un Yaoundé en mouvement. Oui. Yaoundé ne m'a pas semblé comme une ville où il y a fondamentalement des villes mortes. C'est-à-dire, tu as l'impression que les populations sont conscientes. Chacun sort quand même pour chercher son pain quotidien. Je voulais quand même rassurer la diaspora, rassurer les chancelleries, parce que un homme politique nous l'a dit, le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun est compliqué. Hein? Le Cameroun, c'est un pays compliqué parce que très complexe. Parfois, on a l'impression de penser à des scénarios tels que certains pays que nous avons connus et autres. Parce que quand on pense le Cameroun, on pense à la Côte d'Ivoire, mais il faut faire très attention. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, c'est le Cameroun. La Côte d'Ivoire a combien d'ethnies? Le Cameroun, je ne sais pas moi, 283. C'est-à-dire, c'est un pays extrêmement compliqué de par le nombre d'ethnies déjà. Ça, c'est une chose. Je voudrais quand même rassurer toutes ces chancelleries et nos compatriotes qui sont de l'autre côté. Nous tous, nous aimons notre pays. Hein. Ils n'aiment pas notre pays plus que nous. Oui. Ceux qui appellent aux crises, à brûler et autres, ils n'aiment pas le pays plus que nous. Nous tous, nous aimons le Cameroun. C'est une invite quand même à la responsabilité. Quand on va finir de brûler, on va rester avec quoi? C'est l'interrogation qui va animer nos échanges ce soir avec justement, je l'ai dit, ceux-là qui étaient déjà au poste d'observation il y a 30 ans, lorsque justement en 92, on évoquait le fameux phénomène des villes mortes. Alors, Timothée Somba, le journaliste est sur le plateau, on va dire ville morte au Cameroun, fantasme ou réalité. Alors, revenons sur justement ce qui amène à cette évocation, à cette mise en avant d'un phénomène des villes mortes. S'agit-il d'un phénomène spontané ou alors c'est une invite politique qui a été adressée par un acteur qui voudrait peut-être voir le cours de l'histoire bouleversé? Votre question contient déjà elle-même la réponse. Parce que si on décide de rester dans la factualité, on dit les faits sont sacrés. C'est qu'il y a bel et bien un acteur politique qui est en train de dérouler son agenda de renversement de l'ordre gouvernant en place. Parce que la présidentielle, en réalité, n'était qu'un prétexte. Il savait très bien qu'en allant à cette élection, il ne pouvait pas la gagner. Mais il avait déjà prévu tout un dispositif de contestation avant l'élection. Il s'est mis à contester le processus électoral le jour dit, il s'est autoproclamé. Et le lendemain, il a commencé à appeler à la défense de sa victoire, en précisant qu'il n'allait pas rester pour revendiquer cette fantasmatique victoire au niveau du Conseil constitutionnel. Ça veut dire qu'il a décidé de se mettre dans l'escrat institutionnel. Et lorsqu'on décide de se mettre en marge des institutions, c'est qu'on a un agenda qui est différent de l'agenda républicain. C'est donc lui, accompagné par un complexe médiatico-tribal d'individus qualifiés abusivement d'influenceurs, parce que l'influenceur se caractérise par la vertu de ce qu'il propose, mais là on a plutôt des individus qui se qualifient par la moralité et l'immoralité, l'immoralité anti-républicaine, et qui brille donc par des appels au casse, des appels
au meurtre même de certaines personnalités. La preuve en est que celle qu'on appelait Reine des Bois a été prise par les autorités judiciaires qui avaient ciblé les maisons de certaines autorités, notamment le président du Conseil constitutionnel, le ministre de l'administration territoriale, estimant que c'est par là qu'il fallait commencer à brûler. Donc, c'est l'orchestration d'un homme politique qui a compris qu'il ne peut pas gagner une élection et qui veut renverser l'ordre gouvernant par la rue. Ouais. Maintenant, ayant échoué au niveau de l'escalade qu'il espérait en termes de marche dite pacifique, qui n'ont pas été suivies, ayant échoué au niveau d'une certaine virulente contestation populaire qui n'a pas été suivie, il se lance désormais dans les villes mortes. Maintenant, pourquoi j'ai dit que ces appels n'ont pas été suivis? On a pu observer que dans tous les coins où il y a eu quelques échauffourées, c'était davantage, non pas des militants, mais des individus, des mineurs, des bandits, des brigands que l'on a appréhendés pour se rendre compte que la plupart n'avaient même pas de CNI. Si vous n'avez pas la CNI, c'est clair que vous ne pouvez pas avoir la carte d'électeur, n'avez pas de carte de membre du parti, et qu'il y avait beaucoup d'immigrés clandestins. Oui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément est que il n'y avait pas de leader. Cette absence de leader dans la conduite des marches démontre bien que l'appel n'a pas été entendu. Maintenant, si je prends le cas de Marois, le président de la branche de Marois du FSNC de ce parti a carrément appelé à ne pas marcher. C'est un jeune qui a fait parvenir. Alors, Timothée Somba, avant qu'on aille, puisqu'on va faire un balai assez synthétique, justement des températures, restons d'abord dans la ville de Yaoundé. Vous avez dit, vous avez vu une ville assez dynamique, une ville où on a quelque peu été dans la normalité, mais l'honnêteté de journaliste voudrait aussi qu'on ait pu constater ici et là quelques estrades commerciales fermées, quelques magasins fermés. Est-ce qu'on pourrait mettre tout cela dans justement la pluie qui a accompagné la ville de Yaoundé très tôt ce matin, ou alors dans une peur de représailles, puisque on ne va pas se le cacher, il y a aussi cet aspect-là qui a été distillé au travers des réseaux sociaux, comme quoi ceux qui s'aventureraient à ouvrir leurs établissements commerciaux feraient l'objet de représailles, et qu'il y a eu une communication tendant à rassurer véritablement les populations que l'État prend toutes les mesures pour que cela ne puisse pas arriver. Non, votre question va dans le fil de mon déroulé, c'est bien. Les villes mortes répondent à un besoin qui est devenu un besoin stratégique de ceux-là qui veulent renverser le régime en place. C'est quoi? Il y a des gens qui estiment avoir le monopole de l'activité économique au Cameroun et qui ont majoritairement voté pour ce candidat-là dont je ne veux pas prononcer le nom, au risque de lui faire de la publicité gratuite, qui ont compris quelle est leur démarche: asphyxier le peuple camerounais en bloquant justement l'économie dont ils ont le monopole de certains secteurs d'activité, de sorte que le peuple affamé à cause des boutiques fermées, des boulangeries fermées, des microfinances fermées, des ventes, des échoppes de vente de gaz fermées, des pharmacies fermées, va finir par descendre dans la rue. Malheureusement pour eux, ils ne parviennent même pas à faire chorus. Alors, qu'est-ce que j'ai observé aujourd'hui? C'est que sur la même avenue ou le même couloir, il y a 10 boutiques. 6 sont ouvertes en jouant de la musique et autres, et 4 sont fermées. Ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui, de façon consciente ou inconsciente, obéissent ou alors s'allient derrière ce modus operandi qui voudrait qu'on soit dans des villes fantômes au Cameroun. Ils ne sont pas dans la logique inconsciente. Ils sont dans la logique consciente, orchestrale et orchestrée. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez une peur des casses. Oui, il y a une psychose. Il y a une spectrification de la violence.
mais elle n'est pas réelle. Il n'y a pas de casse à Yaoundé, il n'y a pas de vendeur à Yaoundé. Yaoundé est hyper sécurisé. Rien ne justifie que sur le même couloir, 6 boutiques soient ouvertes, ou 7, et que 3 boutiques soient fermées. Ça veut dire que celui qui ferme sa boutique n'a pas de motif objectif de fermer. La seule hypothèse dans laquelle qui peut justifier qu'il ferme sa boutique, c'est qu'il obéit à une logique. Et un transporteur en commun qui m'a permis d'aller chercher les enfants à l'école m'a dit, quand vous nous demandez d'ouvrir, c'est que vous êtes en train de nous taper et de nous empêcher de pleurer. Donc, la logique de Villemort, pour certains, est le continuum de la contestation. Mais c'est une contestation qui est très dangereuse. Parce que, voyez-vous, la manifestation voudrait que vous sortiez, oui, vous vous exprimiez et vous rentrez chez vous. Or, celui qui ferme la boutique, il déstructure le tissu économique, il crée des désagréments aux consommateurs de la zone qui dépendent de lui. La question que je me pose, c'est comment va-t-il faire pour rattraper la perte financière? Permettez-moi de sortir par là. Rapidement. Et c'est là où on vous dit qu'il y a des mots d'ordre reçus et qui promettent des primes à ceux qui ferment les boutiques. Tu vends combien par jour? Ma recette journalière, c'est par exemple 100 000. Et celui qui vous demande de fermer la boutique dit ferme. Nous, on va te rembourser les 100 000. Merci Timothée. Ça veut dire que c'est un phénomène qu'il faut suivre de près. Il faudrait même enquêter auprès de ceux qui, nonobstant le climat sécuritaire excellent, s'obstinent quand même à fermer. Ils sont complices de quelque chose. Merci Timothée Somba. On va investiguer sur la question. C'est vrai que si ce que vous dites est avéré, nous sommes dans un construit. Alors, Jean de Dieu Vouna, je me tourne vers vous. Yaoundé, capitale du Cameroun, vous l'avez dit en venant, vous avez vu une ville assez normale, mais le journaliste sur le plateau nous révèle qu'il y aurait conspiration dans la cité capitale, qu'il y aurait, on met de gros guillemets, justement, ce modus operandi qui voudrait encourager, inciter les uns et les autres à garder les estrades fermées, contre prime, contre justement motivation. Est-ce que lorsque l'on est acteur de la société civile comme vous, on peut comprendre que certains soient prêts à prendre de pareils risques juste pour des intérêts non avérés, assez obscurs, politiciens? Est-ce que c'est compréhensible, Jean-Dieu Vouna? Vous me permettrez d'abord de saluer la bravoure et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité qui ont fait montre de professionnalisme, pour ne pas me répéter, pendant les moments de marche et de casse. J'ai vu des officiers supérieurs de l'armée aller au contact des populations et dialoguer, causer. Et c'est très rare en Afrique de voir une armée aussi professionnelle que la nôtre. Je salue vivement cette colonne vertébrale de notre sécurité. Pour répondre à votre question, je dirais que il n'est pas simplement une question de politique, c'est une question de géo-ethnicité. Parce que certains groupes ethniques veulent créer non pas seulement un poids sur veulent peser sur la balance au niveau stratégique de la gouvernance, mais aussi ils veulent susciter une crise pour l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Il faut comprendre la stratégie. Plus il y aura ville morte, moins il y aura de ventes, plus les stocks seront gardés et au moment où il n'y aura pas ville morte, la spéculation, on va augmenter les prix. Voyez-vous, aujourd'hui, quand j'étais dans un taxi là, au moment où je me déplaçais, le taximan dit qu'il s'est arrêté au niveau de Ormi pour demander à acheter un fruit. Quand tu es Cameroun, nous sommes suivis. Oui, à Yaoundé, pour demander un fruit, une orange, quand il y a une à 200 francs. Donc, il y a une volonté de créer une crise pour
augmenter, pour spéculer au niveau des prix et se faire entrer en négociation avec l'ordre gouvernant pour que au passage les gens puissent négocier des positionnements sur le plan communautaire et même sur le plan économique. Il est important de le noter. Savoir que derrière toutes ces choses se cachent des intentions, des stratégies, des lobbies même qui sont tapis dans l'ombre et qui donnent des ordres, qui veulent qu'il y ait réellement ville morte. Mais je crois que, comme le disait un panéliste, le peuple camerounais est assez complexe, il est assez mûr et il a compris que si un seul instant, il lâche du liesse et se donne à cette manipulation, c'est lui qui va souffrir, c'est le peuple profond qui est en souffrance. Dites-vous, on nous parle aujourd'hui de 5 000 francs le kilogramme de viande. S'il arrivait qu'il y ait guerre ou alors ville morte, il reviendrait à combien? Certainement le double. Et qui en profiterait? C'est les éleveurs, ceux qui ont les cheptels et autres. Vous voyez donc qu'il y a une stratégie. J'ai suivi quelqu'un qui sort d'une région qui nous faisait carrément des statistiques des pourcentages de la région, des 3 régions du Grand Nord, disant que les cheptels, les oignons, l'ail et autres venaient carrément du Grand Nord. Donc s'il y a effectivement ville morte, il y aura augmentation des prix sur le marché et c'est le panier de la ménagère qui va en souffrir. Nous, au niveau de la sécurité civile, nous demandons à ce que le gouvernement continue à prendre ses responsabilités, à sensibiliser et disons aussi à ceux-là qui sont tapis dans l'ombre de regarder non seulement à leurs intérêts égoïstes, mais de se souvenir que tous nous sommes un seul peuple. Lorsque on augmentera le prix pour le kilo de riz, ce sera aussi cette augmentation du kilo de riz sera aussi pour ta grand-mère, pour ton frère. Ce ne sera pas pour une communauté, ce ne sera pas pour une classe sociale, ce sera pour tous. Il est donc urgent de revenir sur de meilleurs sentiments afin que le peuple qui subit, parce que il est important de noter que si il y a eu à avoir peur de quelque chose, c'est d'avoir peur d'un peuple qui a faim. Il est capable de se lever comme un seul homme et ne plus regarder aux intérêts de qui que ce soit. Merci Jean-Dieu Evouna. Alors, Patriarche Bikoro, avec vous, on va faire un retour dans l'histoire. 92, certainement, vous étiez plus jeune que ça, mais vous étiez déjà de ceux qui observent les faits sociétaux. Vous avez vécu cette histoire, ce phénomène des villes mortes. Est-ce qu'on peut dire à l'observation que 92-2025, rien n'a changé, que le logiciel est le même et que les acteurs aussi sont les mêmes? Il y a des phrases célèbres que j'avais utilisées à cette époque. Tout a changé, rien n'a bougé. Il faut quand même reconnaître que c'est conjoncturel. Dans les années 90, après le fameux discours de la Bolle, parce que les autres ont presque compté sur la détente qui avait été mise en place dans le subconscient africain d'une certaine libération identitaire. Parce que quand vous restreignez cette histoire rien qu'au Camerounais, vous avez fait faux. Dans les années 90, c'était un peu la mode. Oui. Vous avez vu après les fameux sachets de yaourt qui avaient créé le printemps arabe, on n'a même pas eu le temps de se rendre évidence qu'il n'y a pas de printemps en Afrique. Parce qu'on n'avait pas su que la vraie guerre de demain, c'est la guerre de communication. Et je crois que c'est la même chose aujourd'hui. Donc c'était les émulsions populaires qui étaient pratiquement généralisées et on pouvait identifier très rapidement d'où ça vient. Et je viens de vous citer le discours de la Bolle. Oui. Et la déflagration du mur de Berlin. Et vous savez que les autres, toutes leurs guerres, toutes leurs maladies doivent être des guerres mondiales, des maladies mondiales. Maintenant, quand je l'ai dit, vous conviendrez avec moi que les acteurs n'ont pas beaucoup changé. Oui. C'est d'ailleurs un indicateur qu'au Cameroun on vit longtemps, ça veut dire qu'on mange un peu. Tout en dehors de ceux qui sont morts entre-temps. 1992 était la conséquence de tout ce qu'on avait installé en Afrique. On disait qu'il faut que tout change. Parce qu'il y avait un seul maître, les subconscients étaient encore abattardis.
Et vous allez donc remarquer qu'il y a deux choses qu'il faut prélever ici, la stratégie et le modus operandi. Si on peut se dire que la stratégie est la même, le modus operandi lui tient compte... La stratégie est la même? Oui, c'est-à-dire que vous avez... Rejetez-nous, ramenez-nous en 92. Je suis toujours en 92, c'est-à-dire... La stratégie est la même, c'est-à-dire quoi? Il y a des acteurs qui ont été battus en élection, qui ont voulu créer justement cette façon de faire là pour contester un ordre établi. Non, si je dis que la stratégie est la même, ça veut dire qu'il y a eu des élections. Oui. Des élections qui n'étaient pas nécessairement celles voulues par les Africains. C'est-à-dire qu'un type dit, chaque fois que j'ai faim, je change la mentalité de celui qui doit me donner à manger à moins cher. Donc nous sommes tous tombés là-dedans. Et à la fin du processus en 92 pour le cas du Cameroun, après qu'on ait demandé les villes mortes, qu'on ait demandé les conférences nationales souveraines, qu'on ait demandé tout ce que vous voulez, c'est-à-dire les ordres, on doit partir à tabula rasa. Le Cameroun a résisté. Et quand le Cameroun a résisté, on a mis un mode opératoire en place, celui d'amener hors élection le système en place qui n'est plus en odeur de sainteté avec le maître. Oui. On l'aidait donc à être asphyxié. Certains pays sont tombés là-dessus. Vous allez voir que, généralement, M. Njoon Fundi a dit qu'il ne reconnaît pas le vainqueur. Les gens qui étaient avec lui, ils sont encore vivants. Et il n'a pas reconnu l'électeur. Ils sont allés dans les villes mortes. Mais au-delà des villes mortes, ils sont allés dans les... Est-ce qu'à ce moment-là, John Fundi, père son âme, appelait justement aux villes mortes? Il avait appelé à ce qu'il y ait des villes mortes, lui aussi, en tant que contestataire des résultats des élections. C'est là que vous allez comprendre pourquoi j'ai dit stratégie. Si vous vous arc-boutez sur le personnage, qui est en réalité le produit d'une stratégie qui a été mise en place, on ne l'a pas choisi au hasard. Parce que les gens qui étaient dans la contestation, ce n'était pas Njoon Fundi. L'un d'entre eux vient de mourir, d'abord Maître Yondo Black et autres. Oui. Mais vous constatez qu'on choisit toujours un personnage, je ne sais pas sur quel critère, qui porte le flambeau d'un magma qui a été déjà arrangé sans lui. Et vous allez constater que 10 minutes après, M. Njoon Fundi s'est retrouvé avec une adhésion populaire qu'en réalité lui-même n'a pas conçue ni élaborée. La bonne question est celle de savoir pourquoi on choisit toujours quelqu'un à ce niveau-là. Et lorsque M. Njoon Fundi, je ne sais pas, s'est rendu compte de cette stratégie qui faisait de lui le bouc émissaire, je crois qu'il a posé un acte dans le même temps, en 92, après en disant qu'il ne peut pas tuer tout un peuple au nom d'aller à une seule place qui s'appelle le président de la République. Oui. Les villes mortes faisaient partie du modus operandi pour aboutir à un truc. Parce qu'on a commencé par les casses, on a commencé par la destruction des édifices publics, on est allé jusqu'aux assassinats. Peut-être vous ne vous rendez pas compte, il y a un gouverneur qui avait perdu son fils dans cette histoire, il y a un sous-préfet qui a été fait. Après donc, ils ont installé le régime de terreur qui peut expliquer, vous allez comprendre ça pour 2025. C'est-à-dire qu'on commence donc à faire peur aux gens parce que l'adhésion n'ayant pas suivi de façon logique. Oui. Il faut donc forcer l'adhésion d'un certain nombre de populations. C'est le cas aujourd'hui, lorsque c'est pour ça que je vous ai dit on oblige des gens à garder les boutiques fermées. Je ne sais pas si on les oblige, mais il peut aussi arriver que, par le phénomène de l'économie de la guerre, qu'on ait amené des gens qui, peu ou prou, peuvent y adhérer. Moi, je ne vais pas tomber dans le piège de dire tel ou tel. Vous allez constater que, pour le cas de 90, il y a des gens qui sont enrichis avec les cartons. Il y en a qui se sont enrichis par le fait que les boutiques n'étant pas ouvertes, il faut bien que les gens mangent. On pouvait donc vous vendre un sac de riz à 300 000 francs, puisqu'il faut que les enfants mangent. Donc il y a toujours quelqu'un qui trouve son compte lorsqu'on laisse perdurer ce genre de situation. Et vous allez voir qu'en 2018, vous voyez que je saute un peu, oui. En 2018 c'était le même modus operandi et la même stratégie. Mais maintenant avec un autre personnage qui était présent dans les années 90, 91, 92. On remet donc l'affaire en place, sauf que les erreurs stratégiques de ceux qui sont les donneurs d'ordre. A dit Patriarche Bikoro que justement votre histoire ne bégaye pas, elle se perpétue de façon indéfinie. J'ai bien dit que l'histoire ne s'arrête pas. Ça veut dire que ce qui s'est passé en 90, 91, 92
peut se passer en 94, peut se passer en 2017, parce que l'objectif pour lequel cette situation s'est mise en place n'a pas encore été atteint. Et quel est l'objectif? Mais l'objectif, c'est de changer les leaderships qui ne sont plus acquis aux donneurs d'ordre. C'est un objectif clair. Tous les personnages que vous citez là, toutes les situations que vous décrivez, en réalité, c'est des pions dans un échiquier qui ne dépend pas. Il ne s'agit pas de fantômes. On a les mêmes. On a le président Biya qui est toujours président. Je vous ai dit que les personnages... Kamto à l'époque, directeur de campagne, John Fundi, on a Saturoma Bakari, on a cette année, on a Djaloni, on a... Je venais de vous dire tout à l'heure que les personnages sont les mêmes. Oui. Les situations ne sont pas nécessairement les mêmes. Parce que quand vous engagez dans des situations de fatwa là, il faut se rendre à l'évidence qu'il ne faut pas prédisposer de l'adversaire, de la faiblesse de l'adversaire. Entre-temps, quand je dis que l'histoire ne s'arrête pas, ça veut dire que ceux qui sont mis par la logique institutionnelle, et ils n'ont pas dormi. L'erreur, c'est de croire que depuis 1990 jusqu'en 2025, vous remettez le même système et le même système va avoir les mêmes effets sur les gens. Ça veut dire qu'on avance. On avance. Peut-être que les institutionnels, ils ont déjà trouvé comment contrecarrer. Parce que vous allez remarquer que si en 2018, on a fait des marches, on a simplement extrait quelques individus qui étaient soit dans l'hypocrisie, soit dans l'imposture. En 2025, on veut remettre la même chose, mais on tient compte de l'environnement en place. La preuve est que depuis 2 ou 3 jours aujourd'hui, ils ont décidé, dans le logiciel qui est le leur, d'enlever les assassinats, puisqu'il y a déjà l'armée qui a pris le contrôle. Oui. Hein? La population n'est plus la même. On a pu remarquer que quelqu'un qui échoue 3 ou 4 fois en faisant la même chose peut ne pas être à même de conduire quelque chose. Et généralement, on aurait pu, si c'était pour un changement normal, aller chercher les personnages et les acteurs politiques qui sont restés focus sur la notion de changement. Mais on va toujours recruter, c'est des gens qui avaient déjà abandonné le changement, mais par une frustration. Sont une bête qui est bonne pour aller à l'abattoir. Maintenant, au sein de la population, il y en a qui n'ont pas vécu dans leur chair ce que nous on a vécu dans les années, au cours des années dont je vais vous faire allusion. C'est la preuve par un phénomène, parce qu'ils n'ont pas été bien éduqués. Vous vous souvenez que pendant longtemps, si je vous ai dit que quand vous êtes les médias, les musées de la République, il y a des termes, il y a des mots que vous ne devez pas utiliser parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que le Cameroun a vécu. Il faut donc dire aux gens que ça va crescendo. C'est rendu compte d'une résistance farouche, mais professionnelle, des forces de défense et de sécurité. C'est rendu à l'évidence que le Cameroun a augmenté au moins de 10 à 15 millions et qu'il y a des gens qui sont focus sur les objectifs qui sont les leurs. Le seul fait même que vous ayez depuis 1990 pratiquement les mêmes personnes qui s'intéressent à l'activité politicienne devait renseigner les gens qui amènent le même modus operandi que dans la matérialisation, ça ne sera plus la même chose que dans les années 90, dans les années 2018. Merci. On va revenir vers vous. On prend une réaction qui nous paraît assez parlante. Elle dit bonsoir. L'État du Cameroun doit créer une société de transport interurbain qui couvre tout le pays. Aujourd'hui, on ne peut pas voyager parce que tout est entre les mains des privés. Alors, je vais me tourner vers l'économiste Dr Julien Ongene est sur le plateau. Ce qui pourrait s'apparenter à une question périphérique, celle du transport urbain, peut nous amener à justement le coût d'une situation pareille, puisque des informations nous font comprendre que voyager d'une région à une autre à l'heure actuelle est assez difficile. Nous avons eu à mener nos investigations. On s'est rendu compte qu'il y a des Douala même qui sont les 2 grands pôles au Cameroun ralliés. Ces 2 zones interurbaines semblent aujourd'hui ne pas être à la portée du premier citoyen venu. Il y a quelques difficultés. Qu'est-ce que ça coûte pour un pays comme le Cameroun, une seule journée de ville morte? Très bien. Les statistiques sont légion. Hein. Ça, il faut se le dire. Vous savez, le niveau de consommation moyen par jour pour un pays comme le Cameroun, aussi autour de 40 milliards de francs CFA de consommation. Par jour? Par jour. Oui. Le Cameroun consomme en moyenne 40 milliards de francs CFA.
Oui. Ça veut dire que vous et moi, si je dois acheter du pétrole, si on doit consommer du téléphone, si on doit payer le transport et autres, ça fait à peu près 40 milliards de francs CFA. Et dans ces 40 milliards, docteur Julien Nguéné, qu'est-ce que l'État gagne? L'État gagne en prélevant, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a... Pour comprendre... J'y viens, pour bien expliquer ça à ma grand-mère d'Engel Menduka, parce que lorsque vous avez une masse critique de consommation de 40 milliards de francs CFA par jour, ça veut dire en réalité que chaque bien qui est consommé là est prélevé par exemple de la TVA. Si vous essayez d'évaluer cette TVA en termes de recettes fiscales internes, c'est beaucoup. Ça représente à peu près 30%, parce qu'il faut bien comprendre que la TVA est le maillon fort des recettes fiscales internes. Parce que la fiscalité d'un État, c'est la fiscalité de porte, les droits de douane et la fiscalité interne. Et la TVA est le maillon fort, parce que tout ce qui est consommé est prélevé déjà de la TVA. Mais il y a des biens qui sont consommés, mais qui font l'objet de distractions, parce qu'il y a certains agents économiques véreux qui réussissent parfois à corrompre, n'est-ce pas, les agents des impôts. Ça, c'est le lieu de le dire au niveau de la consommation. Maintenant, il faut bien savoir que quand on analyse les chiffres du PIB d'un pays comme le Cameroun, le PIB moyen d'un pays comme le Cameroun par jour représente à peu près 300 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Quand vous essayez également d'évaluer ce que l'on appelle le taux de croissance, parce qu'une ville, il y a une ville dont il faut faire très attention. La seule ville de Douala, à elle seule, représente à peu près 31,5% de notre production brute au niveau national. Essayez d'imaginer un peu l'impact que ça peut avoir sur la croissance économique. Alors, docteur Nguéné, si l'on devrait être simple et pragmatique, nous sommes en 5 lieux, le constat a été fait, il n'y a pas véritablement une ville morte, mais il y a eu ici et là quelques soupçons. Si on peut se dire que sur une échelle de 10%, il y a eu résistance ou alors obéissance à un modus operandi à 25-30%, qu'est-ce que le Cameroun aurait perdu donc avec ces 30% en cette seule journée de lundi, par exemple? Très bonne question. Il faut savoir que nous sommes là dans une crise de court terme. Elle est conjoncturelle pour le moment. Et généralement, les crises conjoncturelles ont un impact assez faible pour une économie. Je voudrais rappeler quand même que lorsqu'on essaye d'évaluer un peu les petites difficultés qu'on a eues en matière d'approvisionnement et autres, toutes les lenteurs, les déplacements et autres, on essaie quand même d'évaluer, parce que je m'amusais un peu à voir un chiffre depuis le matin là, parce que j'étais quand même persuadé que je pourrais être interpellé sur les chiffres. En réalité, comme on est dans le très court terme, si nous avons... puisque... Oui, la crise est conjoncturelle pour le moment. Nous sommes dans le très court terme. Nous sommes dans le très court terme. Il y a de s'inquiéter. Parce qu'en réalité, si la crise se généralise, parce qu'on n'a pas encore atteint le stade, je veux dire, on est encore au stade embryonnaire. On est au stade embryonnaire d'une ville morte. Parce que si on atteint le stade de la croissance d'une ville morte, ça va être techniquement compliqué. Parce que une crise normale bouffe le PIB du Cameroun à hauteur de 0,1%. C'est-à-dire on se retrouve là par jour dans les 350 à 400 milliards de francs CFA. Pour l'État du Cameroun. Pour l'État du Cameroun, en termes de PIB. Parce qu'on ne s'approvisionne pas, parce qu'on ne consomme pas, parce qu'on ne produit pas, le pétrole n'est pas consommé, le transport ne produit pas, et les taxes. Parce que vous savez que le Cameroun, c'est à peu près 36 milliards en moyenne par jour prélevé. Dès que c'est fermé en une journée, c'est-à-dire, on peut dire que là, dans le très court terme, le 36 milliards, on est dans les près de... C'est-à-dire, si on évalue aujourd'hui, la seule journée d'aujourd'hui, peut nous coûter près de 20 milliards. Avec ce bémol qu'on est... Justement, vous avez l'expression, quelque chose d'embryonnaire, mais qu'il ne faudrait pas que ça s'étende. Ça ne doit pas s'étendre, parce que pour la seule petite journée de celle-ci, si on a une perte, par exemple, de 20 milliards de francs CFA en termes de recettes douanières et de recettes internes, ça fait quand même près de 20 km de route à goudronner.
Vous essayez d'imaginer, si on fait l'hypothèse que la route la plus chère en termes de kilomètres dans le monde coûte 1 milliard de francs CFA. Si vous essayez d'évaluer un peu le nombre de fonctionnaires qu'on peut payer avec ces 20 milliards de francs CFA, c'est beaucoup d'argent. Si vous essayez d'évaluer un peu le nombre d'entreprises qu'on peut subventionner, petites et moyennes entreprises qu'on peut subventionner avec ces 20 milliards, c'est relativement... ça a une conséquence quand même, hein, ma foi, très grave. Nous sommes encore dans le moyen terme, la crise est encore conjoncturelle, oui. Il y a quand même lieu de la maîtriser parce que ce qui m'amuse, c'est que certains pensent que c'est pour les autres. Il faut faire très attention. Certains pensent que c'est pour les autres. C'est pas pour les autres. Voilà. C'est pour nous tous. Il y a 3 grands agents économiques dans une économie. L'État qui régule et qui prélève. Les ménages ou les consommateurs qui consomment et qui contribuent à donner à l'État la TVA et autres. Et les entreprises qui doivent produire, faire des recettes. Ils ne font pas, ces entreprises ne font pas les recettes pour les ménages. Ces entrepreneurs ne font pas les recettes pour les ménages. Ces entrepreneurs font d'abord les recettes pour eux. Ce n'est pas une crise pour les autres. Comme on dit dans mon quartier, vous croyez que, ou dans mon village, vous croyez qu'on fait taquer. Attention. Merci, docteur Anguéné. Alors, une contribution qui nous parvient à l'instant, puisque l'émission aussi est faite pour vous. Bonsoir. Je regrette d'avoir voté ce leader qui aujourd'hui ne se soucie plus de nous. Le peuple qui l'a voté, quand il ordonne les villes mortes, je ferai comment pour payer mon loyer, envoyer les enfants à l'école, encore moins les nourrir. Je ne n'allez pas appeler, s'il vous plaît. Si je n'ai plus vendu au marché, même pour un seul jour, c'est pénalisant pour moi, alors que lui, ce leader, n'a même plus un enfant mineur. Tous ces enfants vivent hors du pays, donc je suis contre ce genre d'actes lâches et immatures. Je regrette amèrement de lui avoir fait confiance. Malheureusement, la contribution n'est pas signée. Timothée Somba, je me tourne vers vous. Alors, cette contribution pourrait paraître triviale, mais elle est évocative, justement, de la perception que les Camerounais ont d'une classe politique qui parfois ne mesure pas les enjeux de telle ou telle orientation. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas dire, avec ce que nous vivons, qui a été relayé par l'économie sur le plateau, que cette posture, allant dans le sens de ville morte contraignante au Cameroun, est un échec pour la classe politique camerounaise qui ne sera pas parvenue, après 92, où cette ville morte ont été expérimentées, à trouver des solutions dans l'optique, si tel est vrai qu'il y a compétition politique, de renverser le président Paul Biya dans les urnes. Bon, si je dis échec de la classe politique, ça veut dire que c'est toute la classe politique, ce qui ne saurait être vrai. Et là, la contribution de ce téléspectateur ne fustige pas que la classe dirigeante ou la classe politique, ça fustige aussi l'immaturité de certains votants. Quelqu'un débarque à 2 mois d'une élection, pendant que les autres étaient sur le terrain pendant 7 ans, tu vas lui accorder ta voix. Quelqu'un vous dit qu'il est un bon diable. Est-ce que le diable a été bon un jour? Mais tu vas lui accorder ta voix. Il faut savoir que dans les actes physiques, il y a la dimension métaphysique, il y a la dimension mystique. Les actes que ce monsieur pose aujourd'hui sont éloquents de la dimension mystique de ses objectifs. Il a besoin du sang. L'autre avant lui a évoqué 50 morts au Sénégal. Pour nourrir leurs ambitions mystiques, ils ont besoin du sang. Et comment ils vont faire couler le sang? C'est en militant pour les casses, c'est en militant pour des villes mortes. J'ai vu une scène à Yudissan, sur une artère d'une autre ville, où ils ont bloqué l'accès à une ambulance. Lorsqu'on empêche que l'ambulance circule, c'est qu'on veut quoi? Que le malade qui est à l'intérieur... En période de guerre, on n'empêche pas l'ambulance. C'est pour que le malade qui est à l'intérieur sombre. Mais aujourd'hui, moi je peux juste rassurer les Camerounais de ce que, comme le disait M. Onguine tout à l'heure, ce sera conjoncturel. Parce que les ports, par exemple, fonctionnent. Les pays de l'Interland qui commercent avec le Cameroun fonctionnent. Samedi dernier, il y a eu la pose de la première pierre du chemin de fer entre la RCA et le port de Kribi. C'est un projet intégrateur qui va absorber en termes de sollicitation d'emploi. Je regrette une fois encore, comme je le dis toujours, que la RCA est communiquée seule. C'est sur les médias de la RCA qu'on a l'information.
alors que les médias camerounais n'ont pas d'information. C'est comme si le gouvernement camerounais, lui, n'a pas trouvé que cette information était importante. Et pourtant, c'est en situation de marasme économique de la sous-région. Je parle sous le contrôle de l'économiste. En situation de raréfaction des financements internationaux, seuls les projets intégrateurs peuvent nous sauver. Donc, on doit beaucoup communiquer sur les projets intégrateurs. Restons sur notre problématique, Timothée. Je suis dessus. Les Camerounais nous en suivent, nombreux nous suivent, et il ne faudrait pas qu'on les perde. Je suis dessus. Les projets intégrateurs qui bénéficient des financements conjoints peuvent nous sauver. Il faut communiquer là-dessus. Une fois que j'ai fermé cette parenthèse, je vais dire que le gouvernement camerounais doit réouvrir les yeux. Le président Aïdjo nous a laissé une nouvelle politique qu'on appelle l'équilibre régional. Les gens ont cru que ça devrait se limiter au concours. Non. L'équilibre régional doit être appliqué dans tous les secteurs d'activité. Parce que observer la cartélisation de l'économie qu'on a aujourd'hui fait que une ethnie X peut à elle seule paralyser toute une économie d'un pays. C'est très dangereux. Et c'est ce à quoi nous assistons. Où il y a des clans qui sont majoritaires dans plusieurs secteurs d'activité. On a tellement libéralisé des domaines tels que le transport qu'aujourd'hui, des privés peuvent décider de couper le Cameroun en deux. La première réunion demain au ministère des Transports avec les transporteurs, parce que certains transporteurs ont fermé les agences. Justement par une communication d'une source généralement bien introduite, qu'il y a véritablement les difficultés qu'on énonçait sur ce plateau pour rallier les deux principaux pôles du Cameroun, Yaoundé et Douala. On va pas parler Yaoundé, Yaoundé, Bertois. On a l'impression justement qu'il y a comme un mot d'ordre pour que le Camerounais ne se déplace plus, que justement chacun reste chez lui et que la communication du ministère du Transport est fort opportune. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on voudrait bloquer le transport alors que justement nous sommes dans une période où les Camerounais doivent aller et venir librement? Bloquer le transport, c'est bloquer l'activité économique, c'est bloquer la consommation, c'est bloquer la communication. Donc, pour revenir à la question telle que vous me l'avez posée, la classe gouvernante doit comprendre que la menace que nous dénonçons sur ce plateau depuis 6 mois est une menace réelle. Tout ça à quoi nous assistons n'est pas un phénomène spontané. C'est un phénomène savamment, je dirais même très savamment pensé, avec des collisions mafieuses, extérieures, intérieures, avec des transactions funestes de l'intérieur, parce qu'il y a toujours la crise en interne. Il faut donc une communication gouvernementale, pédagogique, agressive. J'apprécie les préfets, les sous-préfets qui descendent sur le terrain pour parler aux populations. Même comme parfois, eux-mêmes sont reçus en hostilité. Parfois, on a vu des images que nous, par souci éthique, ne pouvons pas diffuser ici, mais où le sous-préfet, le commandant est apostrophé par une horde des individus en furie qui veulent en découdre avec l'ordre établi et l'ordre gouvernemental. Oui, parce qu'il y a eu un processus préalable de construction de la détestation de la classe dirigeante et gouvernante. De l'autorité. L'autorité n'est plus la figure tutélaire ou alors la figure protectrice. On a réussi à donner l'impression à certains Camerounais que l'autorité c'est l'ennemi. Que si tu as faim chez toi, c'est parce que les gens volent. C'est pour ça que j'ai toujours détesté la communication autour de l'opération Épervier. Parce qu'on a donné l'impression que chaque agent public qui s'achète un véhicule est soit un corrompu, soit un détourneur de fonds publics. Aujourd'hui, on se fait harakiri par cette manière de fonctionner. La manière dont on a étalé les milliards de l'opération Épervier, mais on était surpris qu'on va au procès. Quelqu'un interpellé pour un vol de 500 milliards, mais on ne parvient à prouver que 50 millions au TCS. Mais pourquoi tout ce ramdam? Pourquoi ces arrestations spectaculaires? Pourquoi cette auto-flagellation de l'ordre gouvernant? Voilà aujourd'hui, quelle est la perception que certains Camerounais ont de l'ordre gouvernant? C'est que c'est une bande de prévaricateurs. Or, qu'est-ce qui fonde
l'efficacité d'un gouvernant, c'est la confiance. Oui. Donc, ils ont commencé par briser la confiance entre le peuple et l'ordre gouvernant. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est au gouvernant, au préfet, au sous-préfet, de déconstruire. Alors, Timothée, pour ne pas rester abstrait, je voudrais poser une question précise sur justement la classe politique. Vous nous ramenez sur le segment de l'ordre gouvernant, nous prenons, mais le doyen Bikoro nous révélait que c'est les mêmes qui sont là aujourd'hui, les mêmes qui, en 92, étaient aux affaires, politiquement parlant. C'est Bello Bouba, c'est Issa Chiroma, c'est Anissé Kane, c'est Djean Kamani, c'est Paul Biya. C'est les mêmes qui sont là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'ils n'ont pas tiré les leçons d'hier avec justement ces villes mortes, bêtes à vie humaine, marasme économique qui ont été constatés et qu'en 2025, on veut reproduire les mêmes erreurs d'hier. C'est là où je vous interpelle, Timothée. C'est l'ordre gouvernant qui n'a pas tiré assez les leçons. Parce qu'il a laissé perdurer tout ce que j'ai cité ici, toutes ces dérives que j'ai citées. Et la classe politique, qui est viscéralement anti-Biya, tant que cette classe politique n'a pas renversé Biya, elle va reproduire les mêmes schémas jusqu'à ce que soit ils décèdent tous, soit ils atteignent leur objectif. C'est pour ça que c'est les mêmes acteurs ayant le même logiciel. Et vous voyez que ça ne prend pas partout, mais ça a pris quelque part. Aujourd'hui, ils ont cassé et brûlé la maison de parti RDPC de Marois. Oui. Donc là-bas, ce n'était pas des marcheurs, mais c'était une fois de plus des casseurs. On a vu la maison du SGPR adjoint quasiment saccagée et vandalisée. Voilà. Ça veut dire quand même qu'il y a de quoi avoir s'inquiéter. Bon, de quoi oui, on doit s'inquiéter parce qu'il y a des actes. Mais le gouvernement doit prendre des mesures. Il faut reconstruire la confiance entre l'ordre gouvernant et le peuple. Qu'est-ce qui a mis fin au Kassa-Garoua? Je sors par là. Très rapidement. Ce sont les Amaroua-Garoua, ce sont les comités de vigilance citoyens qui ont dit aux casseurs que si vous continuez, on vous prend en charge. Ne croyez pas que la sécurité ne peut être assurée que par l'armée. Le peuple est un élément capital dans la défense. Merci Timothée. Bonsoir. Certains observateurs des villes mortes sont contraints à obéir par bévue au risque de ne pas voir leur secteur d'activité incendié par les manifestants pendant leur manifestation ou après. Alors Jean-Dieu Vouna, ça pose un problème. Une précision. Imaginez un fournisseur, un de vos fournisseurs qui vous dit que si vous ouvrez, il ne vous fournit plus en blé. C'est une interrogation. Jean-Dieu Vouna, on est là dans un chantage. Mais pour quel objectif? Puisque s'il est convenu que c'est nous tous qui en pâtissons lorsque l'économie ne tourne pas, qui aurait intérêt à voir le Cameroun à genoux? Plusieurs. Je vous ai parlé des lobbies. Il y a d'abord les politiques que vous avez noté, cette classe politique, surtout de celle de l'opposition qui est en crise d'innovation, manque d'inspiration, discrédit, errance de choix politiques, crise idéologique et autres. C'est pour cela qu'ils ne peuvent que répéter un même logiciel qui 30 ans plus tard ne peut pas donner. Et pourquoi certains Camerounais ne tirent pas les leçons et continuent d'obéir? Puisqu'il y a quand même des gens qui obéissent. La plupart de ceux qui vont... Dans le secteur, Jean-Dieu Vouna, le secteur des transports, puisqu'il y a une communication qui nous parvient à l'instant, celle du ministre des Transports, qui convoque une réunion d'urgence demain en ses services, ça veut dire quand même qu'il y a des secteurs d'activité qui s'assujettissent, je mets des guillemets, à ce modus operandi. Pourquoi est-ce que des Camerounais qui ont observé 92 obéissent? J'ai parlé de la géoethnicité qui est mise en place. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous allez constater que ceux qui ont des agences de voyage appartiennent à une même communauté. Donc ils s'exécutent à un mot d'ordre. Non, on peut pas être d'accord avec vous. Non, non, écoutez, je vais vous dire quelque chose il faut le dire. Vous n'avez pas constaté que les gros porteurs n'ont pas de problème? N'entrons pas dans ce débat. Non, ce n'est pas. Vous posez une question. C'est une communication. Je voudrais justement on entre dans ce débat. Je disais donc tantôt qu'il faut simplement comprendre qu'il y a des lobbies derrière qui ont leur but. Et c'est à constater pourquoi les gros porteurs n'ont pas de problème.
Pourquoi ceux qui transportent les marchandises allant jusqu'en Centrafrique et au Tchad n'ont pas de problème? Pourquoi ce n'est que le transport interurbain? Bon, même eux ont gardé avant de reprendre. Juste, pourquoi il n'y a pas arrêt? Ça veut dire qu'il n'y a pas arrêt parce qu'il n'y a pas un lobby derrière qui donne un mot d'ordre. Laissez comme disent des choses telles qu'elles sont. Vous voulez me poser la question, qu'est-ce qui se passe? Je vous réponds que les gens répondent à un mot d'ordre. Il est donc question en urgence que le gouvernement prenne les responsabilités qui sont les siennes pour amener et briser, amener ces agents à reprendre leur activité. Pourquoi ne pas faire comme le téléspectateur a proposé? S'ils ne veulent pas reprendre, il est possible que les États reprennent le secteur en main. Après la SOTRUC, après le bus qui ont été des échecs? Non, écoutez, il faut toujours se dire une chose. Si l'État veut, il peut. L'État, c'est comme Dieu. Quand Dieu, tout est possible à Dieu, tout est possible à un État qui se veut sérieux et qui constate qu'il subit un chantage. Et là, c'est le chantage que l'État subit. Pour peu, il y a réunion demain. Il va falloir, et justement, je parlais tout à l'heure, qu'est-ce qui vous dit que lorsqu'il y aura réunion demain, les gens ne vont pas poser, non pas des problèmes de transport, mais des problèmes autres que si vous voulez qu'on reprenne, voici ce que nous voulons, voici ce que nous pouvons même réveiller d'anciennes doléances. D'anciennes doléances, et même, ça peut nous sortir du domaine des transports pour aller sur le plan, pour demander des plaidoiries au niveau politique, au niveau stratégique. La baisse du prix du carburant. Du carburant et autres. Ça dans les packs. Il faut se dire des vérités. Pourquoi est-ce que ce n'est que ce secteur qui prend de l'ampleur? Parce qu'il y a un lobby derrière, un lobby qui exige et veut négocier, veut amener l'État à fléchir. Et ça, il faut le dire. Ça peut être un lobby ethnique, ça peut être un lobby financier, ça peut être un lobby, je sais pas, international, on ne sait pas. Mais tout ce qui est clair, c'est que c'est le chantage qui est fait à l'État. Et il faut que l'État soit gagnant. Si l'État sort gagnant, le peuple sort aussi gagnant. Oui. Parce que tout ce qui m'intéresse, en tant qu'acteur de la société civile, c'est les retombées de toutes ces réunions au niveau du panier de la ménagère, au niveau du peuple profond. C'est ça le plus important. Et c'est ça qu'il faut dire ici. Si c'est le lobby qui gagne, ils sortiront vainqueurs et c'est le peuple qui va payer le plus cher. Parce que si le carburant, par exemple, s'ils réussissent à faire fléchir l'État, c'est l'augmentation du prix de transport, par exemple. C'est le peuple qui va souffrir. Il est donc important que le gouvernement reprenne les leviers de ce domaine, des domaines stratégiques. Comme le disait Timothée, c'est pas où, au fil des années, le peuple subit le chantage au travers du gouvernement. Et c'est pas normal. Merci Jean-Dieu Vouna. Bonsoir à vous au studio. Pour ma part, l'État devrait créer des sociétés de transport qui vont donner du travail aux Camerounais. Cette situation profite bien à certaines classes politiques d'une ville, je ne vais pas la citer pour ne pas déjà créer des pôles de stigmatisation. Ce que le monsieur qui vient de parler dit, c'est la vérité. Rapide contribution. Bonsoir. Oui, tous les Camerounais souhaitent la création d'une société de transport public. Même Hassan depuis Ngaoundéré le dit sur nos plateformes. On prend une autre contribution parmi celles qui nous parviennent à l'instant. Vous n'allez pas appeler, sinon ça ne va pas être possible. Alors, prenons celle-ci. Monsieur... Mathias Bikoro, je me préfère me tourner vers vous. Alors, lorsque l'on observe justement les inquiétudes qui prévalent sur la santé économique du Cameroun, si justement on va vers là où certains acteurs politiques officieux et même officiels veulent nous amener, est-ce qu'on pourra dire que justement, on a une génération qui s'est trompée de combat? Puisqu'aujourd'hui, il est question, et c'est l'état des lieux qui nous montre que ce sont les mêmes qui sont là. Est-ce que cette génération-là, comme le disait Césaire, aura véritablement compris son rôle? Est-ce qu'elle nous aura, au sortir des indépendances, permis de franchir ce gap qualitatif qui est souhaité aujourd'hui par la jeunesse, qui elle aussi aspire à être au pouvoir? Vous avez mis le pied à l'étrier. Sauf que vous avez mis les chaussures. Vous ne pouvez pas sentir
la résistance de l'étrier. Il faut faire très attention. Il ne faut pas que, en voulant solutionner un problème, vous l'aggravez. Quand je vois deux chefs d'État d'une puissance étrangère qui avaient mis le rouge sur la destination Cameroun, nous rendre visite. Et au lieu de nous parler de la coopération, nous disent que les Bamileke et les Bassa ont trop souffert dans notre pays. Il faut faire attention. Donc vous attaquez à vos ennemis qui n'ont rien à foutre là-dedans. Quand vous allez à l'école, au lycée, il n'y a pas d'ennemis. Au bar, il n'y a pas d'ennemis. À l'église, il n'y a pas d'ennemis. Ce n'est que le petit noyau des hypocrites, des imposteurs que se fomente, et ils savent très bien que vous allez tomber dans ce piège. 17 ans de guerre larvée avec la Grande Nigeria, ce n'était pas les tribus. Ce n'était pas les tribus. Ce n'était pas tout ce que vous racontez là. Après, on est allé à Boko Haram. Je crois qu'on est à la 8e année de Boko Haram. Peut-être même plus. Voilà. Ce n'était pas les tribus. La preuve est que le type même qui amène Boko Haram est nigérian. 15 ans. Il est nigérian. Il n'est pas ni d'une ethnie camerounaise ou quoi que ce soit. Il faut faire attention. Quand un chef d'État d'une puissance tutélaire au tribunal de l'histoire avec l'Afrique, parce que ce que vous semblez oublier, vous dites que vous souffrez, vous ne mangez pas et tout, mais vous ne dites pas que cette souffrance vient de la colonisation et du néocolonialisme. Vous voyez seulement maintenant. De mon interpellation. J'en viens, pour bien expliquer, j'en viens. Oui. Ce qui suppose donc. Ceux qui ont passé le flambeau au sortir, justement, les années d'indépendance, est-ce qu'ils ont compris la mission qui était la leur? Ce n'est pas cela que tu échoues, justement. Puisqu'on travaille sur le subconscient de ce que vous appelez peuple, pour remettre en cause les efforts que vous faites pour être justement indépendant. Tu as prononcé le mot indépendant, qui n'existe pas dans le lexique camerounais avec les puissances occidentales. C'est-à-dire que vous-même, vous aidez l'esprit de citoyen à ne pas être en forme. Quand vous fermez le port de Douala, 18 mois, en 2025, vous qui faites l'analyse, vous ne vous rendez pas à l'évidence que ce qu'on subit aujourd'hui, c'est parti de 1990. Et ils avaient prévu qu'il y aura un moment où la seule chose qui manque dans leur stratégie, c'est la population. C'est construit. Chaque fois qu'ils échouent, ils mettent un autre logiciel en place. Oui. C'est la population qui manque. Sauf que pour le cas du Cameroun, il y a 475 populations. Ce n'est pas le cas du Mali. Ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire. Pour convaincre ces populations, comme on l'a fait dans les autres pays, ça prend un peu de temps. C'est pour cela que dans le syllogisme langagier, des employés de ces officines, dont je ne veux pas citer ici, je vous ai déjà donné quelques pistes. On a des bancs. Quand tu entends concours, vous voyez que je n'ai pas terminé la phrase. Ça vise quelque chose. Et si vous tombez dans le piège en croyant que, en oubliant de dire aux populations que dans la politique politicienne dite africaine venant de l'Occident, les programmes et les idéologies importent peu. C'est la capacité de mettre les gens à une adhésion conjoncturelle, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui. Le frère qui avait lancé le mot concours savait là où il allait. Il savait là où il allait. Comment les frères qui ne sont pas de l'autre ethnie avaient dit en son temps que Boko Haram est arrivé au Nigeria parce que M. Biya n'a pas mis les jours glacés. Oubliant que Boko Haram était tranquille au Nigeria. Et on lui a dit qu'il y a la logique des grands nord et des grands sud. Il y a la logique des musulmans contre les chrétiens. Il y a la logique des francophones contre les anglophones. Eh bien, pour le cas du Cameroun, c'est ça votre chance. C'est qu'ils ont déjà expérimenté toutes les logiques qui ont marché ailleurs. Je ne vous citerai pas un pays que vous avez présenté comme un grand pays. Ils ont quand même pris plus de 5 ans à se guerroyer entre eux dans une logique d'ethnicité inutile. C'est pour ça que je dis, ce qui manque à l'appel, et c'est pour cela qu'il vaut mieux ne pas utiliser le même logiciel langagier qu'eux. Ne prononcez jamais le mot tribu. Parce que de 90 à 2025, j'allais dire de 60 à 2025,
il y a eu des hybridations, il y a des imbrications. Vous ne pouvez plus dire aujourd'hui que telle tribu dérange telle autre tribu, puisqu'entre-temps, par le phénomène des écoles, par le phénomène des églises, par le phénomène des mariages, on ne peut plus, et c'est vers ça que les autres ont réussi. Oui. À extraire ces micro-nations que l'on extrapole rien que le jour du vote. On extrapole rien que le jour du vote, en oubliant vous de dire que non, la période électorale suscite toujours de la part de ceux qui veulent un poste et qui sont des employés d'autres personnes qui elles veulent autre chose, qui sont des intérêts économiques. Parce que comment comprendre que les endroits où ça bouillonne le plus, c'est là où Dieu s'est assis quand même un matin et a laissé beaucoup de petites choses. Si vous avez oublié ça. Donc, et je n'ai même pas le dire, je veux le dire à basse voix, M. Biya a quand même bousillé 4 générations de rêveurs présidentiels. Oui. Peut-être c'est aussi ça pour... Non, des rêveurs présidentiels. Parce que si... Non, si tu es mu par ce que je viens de décrire tout à l'heure, si tu te rends à l'évidence que les accords de partenariat qui avaient été mis en place, sans électricité à Foumbad, sans rien, ont perduré dans le temps pour le cas du Cameroun. Ailleurs, c'était 2 ans, on en terminait, on changeait. On nous a expliqué la démocratie autrement que ce qui est la démocratie. Je vous donne 3 ou 4 exemples. Très rapidement. Très rapidement. On nous a dit ici que la démocratie, qui est d'ailleurs pour eux uniquement électoraliste, or il y a les démocraties dans les associations du village. On nous a dit qu'une bonne démocratie, c'est celle où un parti au pouvoir est remplacé à chaque élection par un parti de l'opposition. Oui. Vous connaissez la République démocratique du Congo? Oui. Vous connaissez le nom du président de la République démocratique du Congo? C'est ce qu'il dit. Il a le nom de quelqu'un dont on avait mis le prénom sur son mot opposition. Radical. Machin truc. Il a gagné les élections en RDC. Oui. Les donneurs d'ordre ont dit ce n'est pas lui qu'on avait préparé. Ça a cassé le schème d'une démocratie dont on dit qu'il faut remplacer l'opposition par le pouvoir. Pour le cas du Cameroun, à quel moment vous allez dire que M. Issa Tchiroma Bakari est pouvoir ou opposition? Ça casse. On a dit un enfant ne doit pas remplacer son père. La plus grande démocratie du monde, il paraît que c'est les États-Unis. Là-bas, ils sont allés plus loin. En dehors d'avoir fait qu'un enfant remplace son père, ils ont voulu que 2 personnages qui ont vécu dans le même lit 8 ans, quand son époux revient pour remettre encore 8 ans supplémentaires, vous n'avez fait aucun commentaire là-dessus. C'est pour ça que moi je pense qu'au lieu de chercher les boucs émissaires, les populations sont des gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. Elles veulent seulement travailler. Et je vous ai dit qu'elles vous ont démontré ça depuis 92. Elles ne s'occupent pas de vos dénivellations politiques. C'est pour cela qu'on veut les amener à nous aider à arriver au pouvoir. Et vous allez remarquer que les personnes qui veulent faire à tout prix là et maintenant ont un certain âge. Merci, Patriarche Bikoro. Bonsoir. J'espère que vous êtes en train d'étaler vos connaissances livresques. Il y a beaucoup d'intellectuels sur le plateau. Merci de le reconnaître. Venez au nord et vous constaterez que vous êtes hors sujet. Ces enfants qui cassent, on ne les connaît même pas. Ce sont des enfants que nous n'avons jamais vus chez nous. Ce sont des enfants très drogués et il semblerait que ce soit des problèmes de règlement de compte entre les gens d'une même localité et même souvent qui exercent le même commerce. J'ai bien fait des tours au nord et à l'extrême nord. Malheureusement, la contribution n'est pas signée. Prenons celle-ci qui nous arrive à l'instant. De mon point de vue et vu les événements qui se sont passés tous ces derniers temps, je dirais que la jeunesse est encore très naïve et précaire et pas encore prête à gouverner notre État. Merci, c'est votre avis. Bonsoir, l'erreur du Cameroun, c'est de n'avoir pas prévu le jeu d'une puissance avec Issa Tchiroma et Bello Bouba. Issa ne devrait pas être candidat à cette présidentielle. Est-ce qu'il a un bon casier judiciaire? Est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui? Donc là, Julien Mené, ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est justement les interrogations économiques. Si l'on continue dans cette voie qui est celle justement de villes mortes, est-ce qu'on peut dire qu'au-delà du Cameroun, même le flux dans la sous-région est gravement en danger si cette situation venait à perdurer? C'est ce qu'on appelle en économie les effets dominos d'une crise. Les effets dominos d'une crise sont caractérisés par ce qu'on appelle l'effet contagion. Oui. La contagion, elle est là. Vous savez, quand vous observez ce qu'on appelle la connectivité du transport,
aujourd'hui la connectivité du transport est fragilisée. Parce qu'il devrait avoir un lien entre le transport maritime et le transport. Et c'est le Premier ministère à réagir avec justement une réunion d'urgence. Justement parce que il faut bien savoir que nous sommes là au-delà même d'une crise des villes mortes au niveau du Cameroun, mais les autres pays de la sous-région en souffrent, les pays de l'Interland. Voyez-vous, le port de Douala à lui seul phagocyte près de 90% des échanges de marchandises qui sont exportés et importés à l'intérieur de la sous-région CEMAC. Est-ce que vous pouvez imaginer un peu ce que ça peut également coûter en termes de taux de croissance à des pays comme la Centrafrique et le Tchad? Oui. Parce que s'il y a une réunion au ministère actuellement, ne croyez pas que c'est un problème seulement du Cameroun. Ça veut dire que les chancelleries de la RCA... Ça veut dire qu'il faudrait convier aussi les représentations diplomatiques dans le échange. Justement, ça veut dire que... Le problème encore à l'interne devrait être réglé par le Cameroun. Ça veut dire que Bangui N'Djamena déjà quand même appelé le grand boss pour lui dire que mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est, vous savez, la crise, quand elle commence, elle n'est pas seulement interne à un pays. Oui. Elle a des tentacules. Et quand vous avez... je sais pas, le malheur ou le bonheur d'être un pays de l'Interland comme la Centrafrique et le Tchad, où vous devez avoir 70 à 80% de vos marchandises que vous importez qui passent par un territoire qui est en situation crisogène et pour lequel les exportations et les importations dépendent d'un port aussi stratégique comme celui de Douala, il y a lieu de s'inquiéter. Je parlais tout à l'heure de la connectivité du transport. Vous savez, le transport en économie, c'est un peu comme les veines et les artères. Parce que le sang devient un peu le pétrole. Il y a une très grande relation là. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de transport, il n'y a pas consommation des produits pétroliers. Oui. Et c'est pour cette raison que ce secteur est le plus ciblé par ces mots d'ordre. Et n'oubliez pas que nous sortons de 2 années, n'est-ce pas, 2 années inflationnistes liées à l'augmentation des prix des produits pétroliers. Nous n'en sommes pas encore sortis, hein. Ça c'est le lieu de le dire, nous n'en sommes pas encore sortis. Et il faut quand même se le dire que si la crise perdure, il faut quand même prier que l'on n'ait pas un choc exogène, lié par exemple à la crise des produits pétroliers, encore que nous n'en consommons pas. L'État va prélever ou... Ça, c'est la première des choses. Parce que le transport, c'est quoi? C'est le déplacement des flux. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, comment vous faites pour aller d'un endroit à un autre? Ça, c'est le lieu de dire. On se déplace parce qu'on va faire du tourisme, on se déplace parce qu'on va faire des affaires, on se déplace parce qu'on va travailler, on déplace les marchandises parce que les marchandises doivent être consommées, on déplace les marchandises parce que on a besoin des intrants pour produire, pour transformer, et l'État doit également prélever. Et donc, s'il y a cette cassure entre le transport maritime et le transport routier, ça pose un problème très fondamental. Et il faut interpeller les pouvoirs publics. Parce que, vous savez, moi je suis le seul là qui pense que il n'y a pas de meilleur modèle économique pour tout pays à tout moment. À côté de la libéralisation à un certain moment, il faut toujours que l'État soit en position d'État-providence. Toujours prêt à intervenir. Qui a dit que l'État ne doit pas produire? Qui a dit que l'État du Cameroun ne doit pas avoir, n'est-ce pas, des compagnies de transport maritime, des compagnies de transport, des compagnies de transport routier, des compagnies de transport ferroviaire? Vous trouvez normal qu'en l'espace de 60 ans qu'on en est encore à la seule compagnie de transport ferroviaire? Qu'est-ce que l'État fait dans ses politiques publiques? L'État peut à elle seule également. L'État doit. Merci, doit. Là, on est à... C'est-à-dire, je disais, l'État-providence doit toujours être à côté d'un État. C'est-à-dire, jouer un peu le jeu d'un coach. C'est-à-dire, le coach, qu'est-ce qu'il fait? Quand il se rend compte que là, ce joueur, ça ne va pas, il intervient. Alors, je veux savoir un moment, je veux faire extrapoler 1 minute, docteur Ongene. Vous êtes féru des questions économistes, mais est-ce que vous avez l'impression que les acteurs politiques qui parfois ont été des ténors du système comprennent les enjeux inhérents à une déstabilisation économique du Cameroun? Lorsque l'on lance ou alors on brandit un mot d'ordre de grève ou alors de ville morte de 3 jours et qu'on veut être président du Cameroun, est-ce qu'on n'est pas en train de scier la branche sur laquelle on est assis? Vous savez, la particularité des hommes politiques, excusez-moi de le dire de manière péremptoire, c'est leur caractère un peu irrationnel en certain moment. Vous savez, il y a un auteur, Mead démontre que les choix politiques des hommes politiques entraînent toujours des anticipations irrationnelles. C'est ce que Mead
du monde. C'est-à-dire, les hommes politiques, à un certain moment, ne s'intéressent pas à l'impact qu'une décision peut avoir sur un fait posé. C'est ce que Mead essaie de développer un peu dans ses travaux. On l'a vu hier, il y a quelques mois, avec le président Trump, qui a voulu influencer, ce qu'il a d'ailleurs fait, le patron de la fédérale Reserve. Il a eu, le président Trump a carrément botté en touche la directrice nationale des statistiques aux États-Unis sous le prétexte que les chiffres qu'elle présentait au public étaient des chiffres qui fragilisaient, n'est-ce pas, sa base électorale. En réalité, on est dans les anticipations irrationnelles. C'est la particularité des hommes politiques quand ils veulent atteindre leurs objectifs. C'est ce qui est constaté actuellement. Vous savez, en 1992, j'ai quand même appris que celui qui prétend avoir gagné les élections, parce que pour moi, honnêtement, moi je ne pense pas que le président Issa Chiroma pouvait gagner les élections. Bon, c'est le débat du soir. Ce n'est plus le débat. Oui, c'est plus le débat du soir. Ce n'est plus le débat. En 1992, on perdait en moyenne 5 milliards de francs CFA par jour. Oui. Lors des villes mortes. Lorsque le doyen révèle que le port a été fermé pendant 18 mois. On s'était retrouvé en une année avec une perte d'à peu près 950 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, si on essaie de regarder la croissance démographique, on essaie de regarder le parc automobile, on essaie de regarder tout ce qu'il y a eu comme dynamique du point de vue des trois secteurs primaires, secondaires, tertiaires, ça veut dire que rendu aujourd'hui, ce sera à peu près une perte de 1500 milliards de francs CFA par jour d'abord. Essayez d'évaluer en une année, on va se retrouver à peu près à la moitié du PIB, près de 15 000 milliards de francs CFA par jour. Ces chiffres-là, comment ces chiffres-là ne peuvent pas interpeller ces hommes politiques? On est quand même un peu sérieux quand on prend ce genre d'initiative. Merci. Je rappelle que les villes mortes entraînent également ce que j'appelle les famines mortes. Quand il y a ville morte, si elle est perdue, on est encore stade embryonnaire. Il peut y avoir des famines. S'il y a des famines, il y a des morts. Merci. Merci encore plus à M. Bikoro. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un téléspectateur. Quelle sagesse politique il devrait intervenir sur tous les débats pour un éveil et une éducation politique. La Libye devrait servir d'exemple au Cameroun. Alors, Timothée Somba, rapidement, 1500 milliards de pertes par jour, c'est des chiffres à donner le tournis. Mais aujourd'hui, est-ce que l'objectif n'est pas tout simplement de faire tomber le Cameroun, parlons comme au quartier, lorsque l'on s'engage vers une voie qui fait perdre autant d'argent pour un pays qui essaye de se relever économiquement, est-ce que, en voulant faire tomber le président Biya, c'est pas tout le Cameroun qu'on est en train de mettre quasiment au sol? Je me fais solidaire de l'analyse de l'auteur mythe que le docteur Onguene a évoqué. Ils sont dans une logique irrationnelle. Ils ne tiennent pas compte de tout ça. Ce qui importe pour eux, c'est de faire tomber Biya. Et le lobby occidental qui les soutient, c'est que exploite leur irrationalité. Pourquoi? Si eux atteignent leur objectif de faire tomber Biya, c'est le lobby occidental qui va leur prêter de l'argent pour reconstruire le Cameroun. C'est le lobby occidental qui va gagner les marchés pour reconstruire les stations. C'est le lobby occidental qui va exporter les produits de première nécessité au Cameroun. Donc le lobby occidental ne paie absolument rien. C'est vrai, Timothée, si tu me donnes une seconde. Avec dans la théorie keynésienne, ils oublient que le Cameroun étant un pays fragilisé, si on prend l'hypothèse qu'ils reviennent par ce chaos qu'ils veulent organiser, la reconstruction au sens keynésien du terme qui voudrait que quand on reconstruit, on crée des emplois, on booste l'économie, n'est pas possible en l'état actuel du Cameroun parce que le Cameroun a un problème d'économie, de production. On n'en est pas sorti des 10 dernières années de crise inflationniste et autres. Donc la théorie keynésienne, à leur sens, même si ces États-là devaient leur prêter de l'argent, elle n'aura pas des effets dans l'économie. Et ces États, justement, ça ne relèveront pas. Oui, ils savent ça. C'est pour nous enfoncer davantage. Et on sera donc obligé de leur donner quoi? Plus de puits de pétrole, les matières premières, plus de matières premières. La preuve, la Libye ne s'est pas relevée aujourd'hui. Voilà. Elle ne va pas se relever. Allons-y, tout le monde. Kadhafi a été renversé. C'est la raison pour laquelle moi j'en appelle donc au sens patriotique des Camerounais, qu'ils comprennent que c'est eux, en votant le bon diable, qui ont commis l'erreur. Parce qu'ici j'ai claironné.
que l'enjeu de cette élection, je l'ai dit ici au moins 10 fois, l'enjeu de cette élection n'est pas qui va diriger le Cameroun. L'enjeu est civilisationnel. Avec quelle matrice, avec quel logiciel on va diriger le Cameroun de demain? On reste dans la dépendance néocoloniale ou on sort de la dépendance néocoloniale? Parce que le président Paul Biya aujourd'hui, sa vision qui est matérialisée, dont la matérialité est visible, c'est de sortir de la dépendance néocoloniale. Et c'est pour ça qu'on a tous ces chocs. Choc dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, choc Boko Haram. Si les Camerounais ne mettent pas ça dans la tête, que quand je vais mettre ma carte électeur au 12 octobre, on n'en est plus là, aujourd'hui, quand je vais soutenir, quand je vais fermer ma boutique, c'est que je cautionne la néocolonisation. On doit en sortir. J'aime ce téléspectateur qui a exprimé son regret. Et c'est ce regret qui va faire que les prochaines séances électorales, les Camerounais soient plus lucides. Parce que l'État a compris que le libéralisme tous azimuts n'est pas bon. Non. Et le peuple camerounais qui a compris que désormais, notre ennemi n'est pas nous. Notre ennemi, c'est l'extérieur. Notre ennemi, c'est l'Occident. C'est lui, lorsqu'on va à l'élection, qu'on doit combattre et non nos frères en Incaine. Merci. Bonsoir Stéphane Baga et à tous les leaders de la pensée qui vous entourent. Les citoyens camerounais respectueux de l'appel au ville morte n'obéissent pas à Issa Chiroma Bakari. Ils essayent désespérément d'amener une élite dirigeante autiste à se pencher sur son ou alors sur leur triste sort. Certains vous ont dit que leur enfant était à l'école aujourd'hui, un peu comme si le Cameroun se limitait à Yaoundé. Monsieur Stéphane Baga, voici donc le problème de notre pays. Cette tendance à penser que quand tout va bien pour vous, ça va aussi pour le reste du pays. Que non, il faut donner du travail aux jeunes, il faut décentraliser le pays. Le secret du pouvoir réside dans l'amour que les gouvernants sont capables de donner aux gouvernés. Rodrigue Adalbert Evina. Est-ce que lorsque l'on voit ce qui se passe, Jean-Dieu Evuna, on n'est pas très loin de ce que Rodrigue Adalbert Evina, le confrère, à qui nous disons bonsoir. C'est-à-dire... question ne vous est pas regardée. Allez-y. C'est-à-dire la décentralisation. Vous savez, le Cameroun, je l'ai toujours dit et je vais répéter, c'est un construit. Nous avons commencé par une construction politique. L'économiste essaye de nous étaler le construit économique. Nous engageons aussi le construit juridique. Il faut que Adalbert Evina comprenne que l'enfant ne marche pas le jour qu'il naît. Même les politiques grandistes, c'est-à-dire ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, certainement n'avaient pas comme la compréhension de ce que c'est un peu. Il y a une ras-le-bol dans l'attitude de ceux qui obéissent à ces villes mortes. Non, écoutez. Est-ce qu'on peut faire un lien entre la gouvernance et justement cette obéissance à modus operandi? Il y a deux choses. Oui, il y a deux choses qui sont ressorties quand même. Oui. Il y a d'un côté un peuple qui est affamé. Parce que voir vous reconnaissez que le peuple est affamé? Oui, il y a la famille. Bon, quand je dis, quand je parle de la famille, voir on parle français. Oui, la pauvreté, il y a la pauvreté, il y a la pauvreté, il y a la pauvreté. Comme dans tous les pays du monde. Non. Moi, je ne parle pas du Cameroun en rapport avec les pays du monde. Je parle du Cameroun. Je parle du Cameroun en fonction de ses réalités, en fonction de ses vérités et en fonction de son environnement économique. Quand vous regardez une vidéo où vous voyez un jeune homme avec 3 poissons en main, c'est un message qui dit clairement qu'il y a un problème de famine, d'inflation. Et l'économiste n'a cessé de le dire, qu'il y a un problème de famine, il y a un problème d'inflation. De l'autre côté, à côté de cela, il y a quand même des manipulations. Il y a des manipulations qui ont conduit au casse. Oui. Mais il y a aussi un peuple qui est pauvre, qui a besoin des emplois, qui a besoin de manger, qui a besoin d'assurer, d'être sûr que le lendemain est meilleur. Et qu'on ne rassure pas avec une mauvaise communication. Justement, laissez-moi chuter. On va prendre un dernier avis, celui du patriarche, puisque le temps va nous manquer. Prenons l'avis du patriarche et on conclut. Puisqu'on va rentrer dans première chose, il ne faut pas dire aux Camerounais qu'il y a une tribu qui a fait quelque chose contre l'autre tribu. La deuxième chose, et c'est là que j'accuse les intellectuels camerounais et africains, nous sommes en train de faire un débat sur l'économie européenne au Cameroun. Quand quelqu'un vous dit qu'il meurt de famine et chaque fois qu'il a un salaire, il va chercher le riz indonésien dans une surface
Alors qu'à Fondjomokote, chaque soir que Dieu a créé, est-ce que c'est accessible? Le macabo de la maman de Fondjomokote, elle abandonne toujours ça en rentrant chez elle parce que nous avons les habitudes des gens qui ne sont pas camerounais. Il faut savoir le dire. Maintenant, depuis 2020, on a libéré le Cameroun. Et vous n'êtes pas surpris que c'est au moment où on libère le Cameroun que les gens qui auraient dû nous aider depuis 1960 commencent à vous dire économie de ceci, faire cela. Laissez chaque société, chaque nation se faire son développement en fonction de ce que Dieu lui a pourvu. Donc on va arriver à ce niveau. Mais pour le moment, nous parlons de politique. Il y aura toujours des casses. Il y aura toujours des mots d'appel à la haine. Mais le problème, c'est que ce soit vous ou que ce soit moi, sur tous les médias, sur tous les trucs, qu'est-ce que nous faisons pour qu'à la prochaine élection, nous pouvons minimiser ces choses qui reviennent toujours à chaque fois. Merci. Qu'est-ce que nous faisons? Nous, on fait le travail qui est le nôtre, celui d'appeler justement à la paix, celui d'appeler justement à la fraternité, au vivre ensemble, puisque Info TV se définit par ce label. On vous dit merci à tous ceux qui ont pu réagir à ce qui était dit sur ce plateau. Le million de contributions, malheureusement, n'aura pas pu être relayé. Les contraintes inhérentes au temps imparti à cette super production, vous les connaissez. Disons qu'on se retrouve lundi prochain lorsqu'il est 21h à Yaoundé, Cameroun, pour une autre expérience panafricaine, puisque l'objectif reste le même, construire l'Afrique avec ses fils, avec les Africains. Bien le bonsoir.